8h47, le 18 avril 1942. Les mains du lieutenant Pierre Dubois, opérateur radar japonais, se figèrent au-dessus de son équipement. Le point lumineux sur son écran ne pouvait pas s'exister. Des chasseurs américains au-dessus de Tokyo? Impossible. Les porte-avions américains les plus proches étaient à plus de 3000 km. Aucun chasseur n'avait une telle autonomie. Aucun. Mais la silhouette bimoteur plongeant à travers les nuages prouva que ses yeux disaient vrai et que sa formation avait tort. Le P-38 Lightning, le diable à queue fourchue, venait d'apparaître au cœur de l'Empire japonais. À 11h15, la diète impériale du Japon était en session d'urgence. Une question dominait: si les chasseurs américains peuvent atteindre Tokyo, qu'avons-nous d'autres sous-estimés? Le lieutenant Dubois avait été formé par les meilleurs esprits du renseignement aéronautique japonais. Ils avaient étudié chaque appareil allié, calculé chaque capacité de carburant, cartographié chaque position possible de porte-avions. Les mathématiques étaient absolues. Chasseurs monomoteurs américains, rayon d'action maximal, 650 km. Chasseurs bimoteurs, peut-être 950 km dans des conditions parfaites. Tokyo était protégé par un bouclier invisible de distance. Près de 2000 km d'océan séparaient les îles natales de toute menace réelle. Le P-38 Lightning brisa ce bouclier comme s'il était en papier. Le raid du colonel James Doolittle plus tôt dans la journée avait déjà choqué Tokyo. Des bombardiers B-25 décollant de porte-avions, larguant des charges sur la capitale impériale. Mais les bombardiers étaient des missions suicides, des voyages sans retour. Les chasseurs étaient différents. Les chasseurs signifiaient la supériorité aérienne. Les chasseurs signifiaient que l'ennemi pouvait venir, combattre et rentrer chez lui. Les chasseurs signifiaient que l'Amérique pouvait contester le ciel au-dessus du Japon lui-même. Le renseignement japonais compila frénétiquement des rapports tout au long de la matinée. Les observations de P-38 n'étaient pas isolées. Multiples appareils, différentes altitudes, des schémas coordonnés. Ce n'était pas une ruée suicide désespérée, c'était une démonstration calculée de capacité, et cela terrifiait le haut commandement. Le commandant Mitsuo Fuchida, qui avait mené l'attaque de Pearl Harbor à peine 4 mois plus tôt, était à Tokyo ce matin-là. Son rapport, déposé à 10h32, contenait une seule phrase soulignée: « Si les chasseurs américains peuvent escorter des bombardiers jusqu'à Tokyo, la guerre ne peut pas être gagnée. » Fuchida comprenait ce que beaucoup dans la marine impériale niaient encore. La supériorité aérienne ne concernait pas les compétences du pilote ou l'esprit combatif. Elle concernait la logistique, la capacité de carburant, la puissance industrielle. Le P-38 Lightning représentait ces 3 éléments. L'avertissement de Fuchida resta lettre morte pour les intransigeants. L'amiral Chuichi Nagumo le rejeta comme défaitiste. Mais les jeunes officiers, ceux qui allaient réellement effectuer des missions de combat, comprirent. Le lieutenant Zenji Abe, un pilote de 0 stationné à la base aéronavale d'Atsugi, écrivit à sa femme ce soir-là: « Aujourd'hui, nous avons vu quelque chose qui ne devrait pas exister. Des chasseurs bimoteurs américains volant haut, au-dessus de nous, impossible à rattraper. Le commandement nous dit que ce sont des appareils de reconnaissance. Mais les avions de reconnaissance ne volent pas en formation de combat. Je pense qu'ils nous montraient qu'ils peuvent venir quand ils veulent. Je ne pense pas que nous puissions les arrêter. » Abe mourut 3 semaines plus tard, abattu par un P-38 au-dessus de Rabaul. Sa lettre parvint à sa veuve en juin 1942. Elle la garda jusqu'à sa mort, en 1998, date à laquelle leur petit-fils la donna au Musée national de la guerre du Japon. Cette lettre, collection de lettres 847F, est devenue l'une des sources primaires les plus citées sur le moral des pilotes japonais au début de la guerre du Pacifique. La peur était réelle.
Le sentiment d'une défaite inévitable se construisait, même en avril 1942. À 11h15, le Premier ministre Hideki Tojo convoqua une session parlementaire d'urgence. Les minutes de cette réunion déclassifiées en 1987 se lisent comme un cauchemar qui s'éveille. Le général Hajime Sugiyama, chef d'état-major de l'armée impériale japonaise, ouvrit la séance avec une déclaration qui silencia la salle. Nous avons fondamentalement mal calculé la capacité industrielle et technologique américaine. Le P-38 Lightning possède un rayon d'action que nos ingénieurs ont déclaré impossible. Le dossier de renseignement classifié sur le P-38 Lightning, désigné rapport Kikan 847, atterrit sur les bureaux de tous les quartiers généraux militaires de Tokyo vers 14 ans. Les spécifications à l'intérieur remettaient en question tout ce que la doctrine aéronautique japonaise supposait sur les capacités de l'ennemi. Lockheed P-38 Lightning. Désignation: Diable à queue fourchue. Configuration: 2 moteurs, Allison V1710, 1475 chevaux chacun. Vitesse maximale: 666 km/h. Plafond de service: 13 400 mètres. Mais c'était la ligne suivante qui fit souligner 2 fois en rouge à l'amiral Isoroku Yamamoto. Rayon d'action avec réservoirs largables externes: 2090 km. 2090 km. Assez pour voler de Midway à Tokyo. Assez pour escorter des bombardiers profondément dans le territoire occupé par les Japonais. Assez pour transformer le Pacifique, d'un lac japonais, en un espace aérien disputé. Mais la terreur n'était pas seulement l'autonomie, c'était ce que cette autonomie représentait. Le P-38 Lightning au-dessus de Tokyo n'était pas seul. Il faisait partie du 49e groupe de chasse, opérant depuis le terrain d'aviation Henderson à Guadalcanal. Le plan de mission, Opération Vengeance Protocole Alpha, était spécifiquement conçu pour démontrer la portée américaine. 12 P-38, volant en formation, chacun transportant 2 réservoirs largables de 1135 litres, décollèrent à 5h47, temps de vol jusqu'à Tokyo, 3h42. Patrouille de combat au-dessus de Tokyo, 28 minutes. Vol de retour, 3h51. Temps total de la mission, 8h01. Carburant restant à l'atterrissage, 15 minutes. Les marges étaient minces comme des lames de rasoir. Mais elles prouvaient le point. L'Amérique pouvait atteindre Tokyo. L'Amérique pouvait rester. L'Amérique pouvait revenir. Les hypothèses défensives du Japon étaient obsolètes. Le commandant Jean-Michel Lambert, à la tête de la formation, rapporta à l'atterrissage. Les chasseurs japonais ont décollé 2 fois pendant notre patrouille. À chaque fois, ils ont grimpé pour intercepter et nous les avons simplement surclassés en montée. À 9750 mètres, leurs moteurs peinaient. Les nôtres ronronnaient, nous n'étions pas là pour combattre. Nous étions là pour être vus. Mission accomplie. Ce rapport de mission, classé rapport d'action de combat 49 FG 0418, devint une lecture obligatoire à l'école de guerre navale après la guerre. L'audace stratégique capturée, voler sur 2090 km, intimider l'ennemi, rentrer à la maison, le faire avec une discipline de carburant si rigoureuse qu'un vent de face pouvait signifier un amérissage forcé dans l'océan. Mais réussir, parce que l'ingénierie américaine l'avait rendu possible. Le radar japonais suivit toute la mission. Ils regardèrent les P-38 approcher. Ils les regardèrent tourner autour de Tokyo. Ils les regardèrent partir, et ils ne pouvaient rien faire. Les héros qui décollèrent ne pouvaient pas atteindre l'altitude. Les canons anti-aériens ne pouvaient pas atteindre la portée. La capitale du Japon fut violée par des chasseurs ennemis et les défenseurs étaient impuissants. Cette impuissance radicalisa la planification défensive. Si des chasseurs pouvaient atteindre Tokyo, alors rien n'était sûr. L'empereur lui-même était vulnérable. L'infrastructure militaro-industrielle autour de Tokyo,
les chantiers navals, les usines d'avions, les centres de commandement, tous à portée, la guerre psychologique fonctionna. Tokyo passa à des ordres d'évacuation partielle avant le 20 avril. Le personnel non essentiel fut déplacé vers l'intérieur. Les enfants furent envoyés dans les zones rurales. La capitale, intacte depuis sa fondation, se préparait à subir des assauts aériens soutenus. Tout ça parce que 12 P-38 Lightning avaient dessiné un cercle au-dessus de la ville. Immédiatement, les ingénieurs japonais se lancèrent dans des calculs désespérés. Comment l'Amérique avait-elle résolu l'équation carburant-poids? La configuration bimoteur aurait dû rendre les longs trajets impossibles. Plus de moteur signifiait plus de poids, plus de traînée, plus de consommation de carburant. Leurs propres chasseurs bimoteurs, les Kawasaki Ki-45, avaient du mal à atteindre les 1300 km. Comment l'Amérique avait-elle ajouté 800 km de plus? La réponse résidait dans 3 technologies révolutionnaires que l'industrie japonaise ne pouvait reproduire. Premièrement, le moteur Allison V1710. Refroidi par liquide, turbo-compressé, produisant une puissance énorme tout en consommant peu de carburant à vitesse de croisière. Les ingénieurs japonais, toujours attachés aux conceptions radiales refroidies par air, n'avaient aucun équivalent. Leur tentative de développer des moteurs refroidis par liquide avait échoué à plusieurs reprises. Surchauffe, manque de fiabilité, trop complexe pour la production de masse. Deuxièmement, la conception de l'aile à profil laminaire. Les ingénieurs de Lockheed, travaillant avec la NACA, avaient développé un profil d'aile qui réduisait la traînée de 40% à haute vitesse. Le flux d'air lisse signifiait que le P-38 pouvait voler plus loin avec le même carburant. Les aérodynamiciens japonais comprenaient la théorie, mais la théorie et la fabrication étaient 2 mondes différents. Créer cette surface d'aile parfaite exigeait un usinage de précision que l'économie de guerre japonaise ne pouvait soutenir. Troisièmement, les réservoirs largables, des réservoirs de carburant externes qui pouvaient être largués avant le combat, augmentant l'autonomie sans compromettre la maniabilité au combat. Le Japon avait aussi des réservoirs largables. Mais la fabrication américaine avait perfectionné des réservoirs en aluminium léger qui ajoutaient 640 km d'autonomie tout en pesant moins de 45 kg. Les réservoirs japonais étaient plus lourds, moins fiables et échouaient souvent à se détacher. La session parlementaire s'éternisa jusque dans la soirée. Alors que le soleil se couchait sur Tokyo, les implications devinrent plus claires et plus terrifiantes. Si les P-38 pouvaient atteindre Tokyo, alors aucune cible au Japon n'était sûre. Les villes industrielles, les ports, les chantiers navals, tous vulnérables. La stratégie de périmètre défensif, basée sur le maintien des forces américaines à distance, s'était effondrée en une seule matinée. Mais ensuite, les services de renseignement ennemis découvrirent quelque chose, à 19h32, qui changea tout. Nous révélerons quoi dans un instant, mais d'abord, comprenez ce que le commandement japonais ignorait encore. Ce n'était pas le pire. Le capitaine Saburo Sakai, l'as japonais le plus titré avec 64 victoires confirmées, soumit un rapport de combat ce soir-là que le général Henri Dubois classifia initialement comme de l'hystérie. Sakai avait affronté un P-38 au-dessus de la Nouvelle-Guinée 3 semaines plus tôt. Son zéro, la fierté de l'aviation japonaise, ne pouvait pas le rattraper, ne pouvait pas monter avec lui, ne pouvait pas virer avec lui à haute altitude, ne pouvait pas s'échapper quand le pilote américain décida d'attaquer. Sakai écrivit « J'ai combattu des Spitfires britanniques, j'ai combattu des P-40 américains, je respecte ces avions, mais le P-38 Lightning n'est pas un chasseur. C'est une sentence de mort écrite en aluminium. Quand vous voyez les 2 queues, vous savez qu'aujourd'hui pourrait être votre dernier vol. » Ce rapport, combiné au survol de Tokyo, força une réévaluation complète. La doctrine de l'aviation japonaise s'était appuyée sur les avantages du zéro, une maniabilité supérieure,
des pilotes expérimentés, des tactiques agressives. Le P-38 rendait la maniabilité sans intérêt. Il combattait verticalement, utilisant la vitesse et le taux de montée. Il engageait à des altitudes où le moteur du Zéro s'étouffait. Il dictait les termes du combat, et si le pilote japonais n'acceptait pas ces termes, le P-38 s'éloignait simplement. Aucun Zéro ne pouvait le chasser. Le 20 avril, 2 jours après l'apparition à Tokyo, les usines japonaises reçurent des ordres d'urgence, accélérer le développement des chasseurs, copier la conception du P-38, rétro-ingénieriser les moteurs Allison, égaler la capacité américaine. Ils ne le purent jamais. L'ingénieur Jiro Horikoshi, concepteur du légendaire chasseur Zéro, fut chargé de diriger le projet d'équivalent du P-38. Il visita la Nakajima Aircraft Company le 25 avril 1942 pour évaluer les capacités de production. Ces notes privées de cette visite, découvertes en 2003, révélèrent la profondeur du déficit industriel japonais. Installations examinées, parler aux responsables de la production, examen des approvisionnements en matériaux, conclusion, impossible. Nous manquons d'aluminium, nous manquons d'équipements d'usinage de précision, nous manquons de main-d'œuvre formée. Nous manquons de temps. Même si je conçois un avion parfait demain, nous ne pouvons pas le construire à l'échelle requise. L'Amérique construit 5 P-38 par jour. Il nous faudrait 2 ans pour construire 5 prototypes. Ces notes ne furent jamais montrées au commandement impérial. Horikoshi comprit que signaler l'infériorité industrielle était un suicide de carrière, potentiellement un suicide littéral. Il déposa donc des rapports optimistes tout en désespérant en privé. Le projet Ki-83, la réponse japonaise au P-38, commença son développement en mai 1942 et ne vola pas avant novembre 1944. 30 mois. Dans la même période, l'Amérique produisit plus de 8000 P-38. Pensez à cet écart de production. Pendant que le Japon concevait un prototype, l'Amérique construisait une force aérienne. Pendant que les ingénieurs japonais dessinaient des plans, les ouvriers américains rivaient des ailes. Pendant que le Japon débattait de l'allocation d'aluminium, Détroit produisait des chasseurs plus vite que le Japon ne pouvait les compter. La disparité industrielle n'était pas seulement une question de chiffres, c'était une philosophie. Les usines américaines utilisaient des pièces interchangeables. N'importe quelle aile de P-38 pouvait s'adapter à n'importe quel fuselage de P-38. Les avions japonais étaient semi-personnalisés, nécessitant un ajustement et des réglages manuels. Les ouvriers américains suivaient des manuels d'assemblage détaillés, les artisans japonais s'appuyaient sur l'expérience et l'intuition. Les chaînes de production américaines fonctionnaient en 3 équipes, 24 heures sur 24. Les usines japonaises luttaient contre le rationnement de l'électricité et les pénuries de matériaux. À la mi-1942, l'usine Lockheed de Burbank produisait un P-38 Lightning complet toutes les 4 heures et 48 minutes. Pensez-y, le temps de regarder, autant en emporte le vent 2 fois. Un autre chasseur américain sortait de la chaîne, prêt à terrifier les pilotes japonais. Le taux de production du Mitsubishi Zero, la fierté du Japon, était d'un avion toutes les 32 heures. L'Amérique construisait des P-38 SFT fois plus vite que le Japon ne construisait des Zéro. Et le P-38 était technologiquement supérieur. L'inévitabilité mathématique était écrasante. Même si chaque pilote japonais abattait 2 P-38 avant de mourir, l'Amérique gagnerait quand même par attrition. Le taux de remplacement était imparable. La formation des pilotes racontait la même histoire. L'Amérique formait 90 000 pilotes par an en 1943. Le Japon en formait 15 000. Les pilotes américains obtenaient 300 heures de vol avant le combat. Les pilotes japonais, à la fin de 1943, étaient envoyés au combat avec 90 heures, certains avec aussi peu que 40. L'écart d'expérience amplifiait l'écart technologique.
le lieutenant Yoshio Uki, instructeur de vol au Tsuchiura Naval Air Corps, écrivit une note interne controversée en juillet 1942, déclassifiée en 1995. Nous envoyons des enfants combattre des hommes. Nos nouveaux pilotes ont à peine volé en solo. Ils affrontent des pilotes américains dans des avions que nos instructeurs craignent. Ce n'est pas de l'entraînement. Ceci est une préparation à une mort honorable. Ce mémo fut étouffé. Henry Uki fut transféré dans une unité combattante et tué 3 semaines plus tard, abattu par un P-38 au-dessus de Bougainville. La base industrielle n'était pas là. La production totale d'acier du Japon en 1942 était de 8 millions de tonnes. L'Amérique en produisait 86 millions. Le Japon avait peut-être 2000 ingénieurs aéronautiques qualifiés. L'Amérique en avait 50 000. Les réserves d'aluminium du Japon s'épuisaient. Celles de l'Amérique se développaient. Le P-38 n'était pas seulement un chasseur supérieur, c'était une manifestation de la capacité industrielle que le Japon ne pourrait jamais égaler. Mais ce que les Japonais découvrirent à 19h32 le 18 avril fut encore plus démoralisant. Des interceptions radio américaines, surveillées par le renseignement des signaux japonais, révélèrent quelque chose de horrifiant. Les P-38 au-dessus de Tokyo étaient un test. Des modèles de production. Pas des prototypes, pas des modèles expérimentaux. Cela signifiait une chose, l'Amérique en avait des centaines, peut-être des milliers. La session de la diète impériale se termina à 21h47 par une directive secrète, la directive 284, qui ne serait révélée qu'au procès pour crimes de guerre. Éviter l'engagement avec des formations de P-38 Lightning à moins d'une supériorité numérique de 5 contre 1 ou plus. La survie, pas la victoire, est l'objectif. Pensez-y. Moins de 12 heures après que le premier P-38 soit apparu au-dessus de Tokyo, la doctrine officielle du Japon devint « fuyez ». Ne vous battez pas, survivez. Ce n'était pas de la prudence tactique. C'était une capitulation psychologique. Pierre Dubois, l'opérateur radar qui a repéré l'impossible pour la première fois, fut réaffecté à un travail de bureau en moins d'une semaine. Ses supérieurs avaient besoin de quelqu'un à blâmer pour ne pas avoir fourni d'avertissement. Mais Dubois connaissait la vérité. Il avait fourni un avertissement. Ses rapports sur l'augmentation de la portée des avions américains avaient été classés et ignorés pendant des mois. La marine impériale ne voulait pas croire que son bouclier océanique s'effritait. Maintenant, la réalité força la croyance. Tout au long de la fin avril et mai 1942, le renseignement japonais compila ce qu'ils appelaient les « Lightning Files ». Chaque engagement, chaque observation, chaque morceau d'épave récupéré, l'image qui émergea était celle d'un avion qui ne devrait pas exister. Trop rapide, trop lourdement armé, trop longue portée, volant trop haut. L'industrie américaine avait apparemment brisé les lois de la physique aéronautique. Bien sûr, ils n'avaient enfreint aucune loi. Ils avaient simplement investi dans la recherche que le Japon ne pouvait pas se permettre et dans la précision de fabrication que le Japon ne pouvait pas atteindre. Les souffleries de la NACA ont testé des milliers de conceptions d'ailes. Les ingénieurs d'Allison ont fait fonctionner les moteurs pendant 10 000 heures pour perfectionner la fiabilité. Les chaînes de montage de Lockheed utilisaient des montages et des fixations qui maintenaient les tolérances au millième de pouce. L'Amérique appliquait les principes de la révolution industrielle à la guerre, et le Japon était encore à l'ère des artisans. Le bilan des combats le prouva. En juin 1942, les P-38 dans le théâtre du Pacifique avaient atteint un ratio de destruction de 8 contre 1. 8 avions japonais détruits pour chaque P-38 perdu, et la plupart des pertes de P-38 étaient dues à des tirs au sol, pas à des chasseurs ennemis. En combat aérien, le Lightning était pratiquement intouchable. Les manuels de formation des pilotes japonais furent rapidement réécrits. La section sur l'engagement des chasseurs bimoteurs, auparavant un paragraphe, s'étendit sur 4 pages. Les instructions comprenaient
Ne pas tenter de dépasser en virage. Ne pas tenter de dépasser en piqué. Ne pas tenter de dépasser en montée au-dessus de 20 000 pieds. Ne pas engager si l'ennemi a un avantage d'altitude. Ne pas engager si l'ennemi a un avantage de vitesse. Ne pas engager seul. Essentiellement, ne pas engager. Le capitaine Sakai survécut à la guerre. Dans une interview de 1982, à l'âge de 75 ans. Il réfléchit au P-38. J'ai tué 64 avions ennemis, mais si je suis honnête, les pilotes de P-38 m'ont laissé vivre. Quand je pense à toutes les fois où j'ai vu ces queues jumelles et qu'ils ne m'ont pas vu, et que je me suis détourné, j'ai survécu en évitant le Lightning, pas en le combattant. La peur était systématique. Les chefs d'escadron japonais cessèrent de déposer des rapports de combat optimistes après avoir rencontré des P-38. Le lieutenant Yoshio Fukui, commandant du 54e groupe de chasse, Sentai, écrivit dans son journal le 3 mai 1942 « Aujourd'hui, nous avons perdu 4-0 contre 2 P-38 Lightnings. Nos pilotes ont rapporté que les Américains montaient verticalement après l'engagement, atteignant des altitudes où nos moteurs tombaient en panne. Nous avons tiré des centaines de balles. Nous n'avons vu aucun dommage. Je ne sais pas comment combattre cet avion. Je ne sais pas comment dire à mes pilotes qu'ils survivront demain. » Cette entrée de journal, découverte après la mort de Fukui en 1943, révéla la guerre psychologique que le P-38 infligeait. Il ne s'agissait pas seulement de tuer des pilotes japonais. Il s'agissait de briser leur volonté de se battre avant même que le combat ne commence. Le son des moteurs jumeaux Allison devint un glas. Les pilotes signalèrent des crises de panique pendant les briefings d'avant-vol. Certains demandèrent leur transfert à des tâches au sol, plutôt que d'affronter à nouveau le diable à queue fourchue. Les pilotes américains le remarquèrent. Le sous-lieutenant Richard Bong, qui deviendrait le meilleur as américain avec 40 victoires confirmées, principalement en P-38, écrivit à ses parents à Poplar, Wisconsin, le 12 juin 1942. Les Japonais avaient l'habitude de lancer des attaques de manière agressive. Maintenant, ils se dispersent quand ils nous voient. Hier, 6-0 ont rompu la formation et ont plongé lorsque notre vol de 4 P-38 est apparu. Nous n'avons pas tiré un coup de feu. Ils ont juste couru. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme s'ils avaient plus peur de l'avion que de mourir. La lettre de Bong captura le changement stratégique. La doctrine japonaise évolua de « engager et détruire » à « éviter et survivre ». Ce n'était pas de la lâcheté. C'était une réponse rationnelle à l'infériorité technologique. Lorsque votre ennemi a une vitesse, une altitude, une puissance de feu et une portée supérieure, et que votre direction admet que vous ne pouvez pas gagner un combat équitable, la survie devient la seule option tactique. Mais ce que l'Amérique comprit et que le Japon ne comprit pas, c'est que la domination psychologique multipliait les avantages physiques. Le P-38 n'avait pas seulement besoin d'abattre des avions japonais. Il avait besoin de faire en sorte que les pilotes japonais aient peur de décoller. Mission accomplie. Des rapports de renseignement américains déclassifiés de juin 1942 documentèrent les changements de comportement des pilotes japonais. Les chasseurs ennemis maintiennent désormais des formations défensives lorsque des P-38 sont présents. Les tactiques agressives précédentes sont abandonnées. Évaluation du moral. Critiquement bas. Un pilote japonais capturé. Le sous-lieutenant Tadashi Kaneko, abattu près de Guadalcanal en août 1942, dit aux interrogateurs « Nous savons que nous allons mourir. Le P-38 Lightning n'est que l'arme. L'industrie américaine est le véritable ennemi. Vous en construisez 10 pour chacun que nous détruisons. Quel est l'intérêt de se battre ?» Ce rapport d'interrogatoire, classé comme document OSS 47J, circula dans le renseignement militaire américain. La conclusion était crue. Les forces aériennes japonaises reconnaissent l'infériorité matérielle et la défaite psychologique. La résistance continue est motivée par la culture de l'honneur, pas par l'attente stratégique de la victoire.
Pensez-y. En août 1942, seulement 4 mois après la session d'urgence du Parlement de Tokyo, des pilotes japonais capturés admettaient ouvertement la défaite. Pas parce qu'ils manquèrent de courage. Ils avaient du courage en abondance. Mais le courage ne surmonte pas un désavantage de portée de 1300 milles. L'honneur ne compense pas les moteurs qui lâchent à 7500 mètres d'altitude. L'esprit ne remplit pas les réservoirs de carburant, ni ne répare l'aluminium. Le P-38 Lightning a forcé une confrontation brutale avec la réalité industrielle. Aux États-Unis, l'usine Lockheed de Burbank était une machine à miracle, fonctionnant 24 heures sur 24. Des équipes d'ouvriers, dont beaucoup de femmes qui n'avaient jamais vu un avion avant Pearl Harbor, assemblaient des P-38 à raison de 5 par jour, dès le milieu de 1942. Les rivets posés par Rosie la riveteuse sont devenus des clous de cercueil pour les pilotes japonais. L'Amérique profonde, transformée en arsenal, surpassait l'ensemble de l'industrie aéronautique japonaise dans un rapport de 10-1. Des ingénieurs japonais ont visité les usines Mitsubishi à l'extérieur de Tokyo. À la recherche de moyens d'augmenter la production, ils ont trouvé des goulets d'étranglement partout, pénurie d'aluminium, pénurie de main-d'œuvre qualifiée, pénurie de machines-outils, pénurie de temps. Même s'ils concevaient un équivalent du P-38 demain, ils ne pourraient pas le construire à grande échelle. La base industrielle n'existait tout simplement pas. Les ingénieurs américains, pendant ce temps, travaillaient déjà sur la génération suivante, le P-38L. Entrant en service au milieu de 1944, avait des moteurs de 1600 chevaux, une aérodynamique améliorée et un rayon d'action au combat approchant les 2400 km. La meilleure réponse du Japon, le Kawasaki Ki-61 Hien, pouvait à peine atteindre 1600 km et avait des problèmes de fiabilité moteur chroniques. Au moment où il est entré en production de masse, les P-38 avaient déjà établi la supériorité aérienne dans tout le Pacifique. Les chiffres étaient bibliques. En 1942, l'Amérique a produit 47 836 avions. Le Japon en a produit 8 861. En 1943, l'Amérique a produit 85 898. Le Japon en a produit 16 193. L'écart s'est creusé chaque mois. Pour chaque P-38 abattu par le Japon, 3 autres sortaient des chaînes de montage américaines. Pour chaque pilote japonais formé, 2 étaient tués par la puissance de feu américaine, qu'ils ne pouvaient égaler. Le commandant Jean-Michel Lambert. Deuxième, après Bong au classement des As américains, avec 38 victoires confirmées, a tenu un journal tout au long de son service dans le Pacifique. Une entrée de décembre 1943 disait « Rencontrer 12 chasseurs japonais aujourd'hui. Ils nous ont vus à 16 km de distance et ont immédiatement fait demi-tour. Nous avons chassé pendant 20 minutes. Ils ne voulaient pas engager le combat. Finalement, un 0. Peut-être endommagé ou à court de carburant. A pris du retard. Je l'ai abattu. Je ne ressens aucune gloire. C'est comme abattre un animal blessé. Le combat les a quittés il y a des mois. Maintenant, ce n'est qu'une exécution. » Cette entrée de journal capture la fin tragique d'une inadéquation technologique. Des pilotes japonais, braves et talentueux, réduits à des proies, parce que la base industrielle de leur nation ne pouvait pas leur fournir des outils compétitifs. Le P-38 Lightning n'avait pas seulement gagné la supériorité aérienne, il avait transformé le combat aérien en un massacre. Le haut commandement japonais le savait. Des notes internes de la fin de 1943, capturées après la guerre, montrent une planification d'urgence désespérée, passer à des postures défensives, préserver la vie des pilotes, éviter l'engagement à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Accepter une infériorité aérienne temporaire pour conserver les forces pour la défense des îles natales, chaque document se lisait comme un éloge funèbre pour l'aviation navale japonaise. La session d'urgence de la Diète impériale, le 18 avril 1942, a marqué un tournant, pas dans l'issue de la guerre,
Les historiens s'accorderaient plus tard à dire que la guerre était probablement impossible à gagner pour le Japon dès Pearl Harbor. Mais dans la compréhension de leur position par les dirigeants japonais, le P-38 au-dessus de Tokyo n'était pas seulement un échec du renseignement. C'était une révélation de l'abîme industriel et technologique entre les deux nations. L'Amérique n'était pas seulement en avance. L'Amérique était dans une ère différente. Les chiffres de production racontaient l'histoire. À la fin de la guerre, Lockheed a produit 10 037 P-38 Lightning. Le Japon, luttant pour les égaler, a construit environ 300 de leurs tentatives d'équivalent, le Ki-83, qui est entré en service en mai 1945, quelques semaines avant la reddition. Trop tard, trop peu, pas assez bien. Mais ce n'était pas seulement une question de quantité, c'était l'évolution des capacités. Le modèle P-38D qui est apparu au-dessus de Tokyo en avril 1942 était considéré comme obsolète selon les normes américaines en décembre 1943. Le P-38J, avec des moteurs mis à jour, des turbocompresseurs améliorés et une portée encore plus longue, sortaient des chaînes de montage à raison de 150 par mois. Les ingénieurs japonais essayaient encore de comprendre comment le P-38D fonctionnait lorsque le P-38L est arrivé avec des moteurs de 1600 chevaux et des volets de piquet qui éliminaient les derniers avantages dont disposaient les chasseurs japonais. Tout ce que la Luftwaffe savait des chasseurs américains, faux. Le P-38 Lightning a prouvé que l'ingénierie américaine n'était pas seulement compétitive. Elle définissait l'avenir de la guerre aérienne. C'est là qu'intervient la communauté YouTube. Vous venez de découvrir pourquoi le Parlement japonais est entré en session d'urgence. Ce ne sont pas des statistiques poussiéreuses. Ce sont les moments où la direction de l'histoire a changé. Mon grand-père a piloté des P-38 dans le Pacifique. Il n'en a jamais beaucoup parlé. Mais j'ai trouvé ses carnets de vol dans un coffre du grenier. 20 avril 1942, patrouille de Tokyo. Il était l'un des pilotes qui ont brisé le sentiment d'invulnérabilité du Japon. Préserver ces histoires, ce n'est pas seulement de l'histoire militaire, c'est comprendre la génération qui a construit le monde moderne. Les documentaires d'entreprise ne racontent pas ces histoires. Elles sont trop techniques, trop nuancées, trop inconfortables pour certains récits. Mais vous êtes ici, vous avez trouvé ceci. Vous vous souciez des sources primaires, des spécifications réelles, des réactions humaines. Super Thanks n'est pas qu'un bouton. C'est dire, ces histoires comptent. Il dit à YouTube, donnez la priorité à l'histoire plutôt qu'aux vidéos de chats. Il me permet de passer des semaines dans les archives au lieu de jours. Cela signifie que vos petits-enfants trouveront ces histoires un jour. Pas seulement de la propagande polie, mais la vraie terreur, la vraie ingéniosité, les vraies personnes qui ont piloté des avions dont leurs ennemis ne pouvaient pas croire qu'ils existaient. Cette chaîne est construite sur un seul principe, honorer la plus grande génération en disant la vérité technique, la vérité inconfortable. La vérité qui dit que la puissance industrielle américaine pendant la Seconde Guerre mondiale était biblique en ampleur et terrifiante à rencontrer. Si cela compte pour vous, montrez-le, pas avec des j'aime ou des partages, mais avec un soutien direct qui maintient la recherche historique indépendante en vie. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un gardien d'histoire. Vous vous tenez entre ces récits et l'oubli. L'héritage du P-38 Lightning résonne aujourd'hui. Les chasseurs bimoteurs modernes, comme le F-15 Eagle, font remonter la lignée de conception directement à la configuration du Lightning. L'idée d'utiliser une vitesse et une altitude supérieures au lieu de la maniabilité, c'est la doctrine du P-38, affinée pendant plus de 80 ans. Escorte à longue portée, réservoir largable, engagement au-delà de la portée visuelle. Tous ont été mis au point ou perfectionnés par les pilotes de Lightning. Lorsque le F-22 Raptor effectue des missions, ces pilotes étudient les tactiques du P-38.
Lorsque l'armée de l'air enseigne la gestion de l'énergie, elle se réfère au rapport de combat du Lightning, les innovations techniques, la réflexion stratégique, la coordination industrielle nécessaire pour construire 10 000 chasseurs de pointe, toutes des leçons de cette époque. Mais revenons au 18 avril 1942, revenons à Tokyo, revenons au moment où tout a changé. Le lieutenant Yamada avait raison d'être choqué. Son équipement ne dysfonctionnait pas. Son entraînement n'avait pas failli. La réalité avait simplement dépassé ce que le renseignement japonais croyait possible. Le P-38 Lightning, au-dessus de Tokyo, n'était pas une invasion. C'était un message. Nul endroit n'est sûr. Vos calculs sont faux. Vos suppositions sont brisées. Adaptez-vous ou mourrez. Le Japon s'est adapté. Ils n'ont jamais comblé l'écart. En 1945, des P-38 américains escortaient des B-29 Super Fortress au-dessus de Tokyo, en formation de 200 appareils. La diète impériale ne se souciait plus des sessions d'urgence. L'issue était inévitable. Le diable à queue fourchue avait gagné. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans cette histoire? La portée de 2100 km que les ingénieurs japonais disaient impossible? La session d'urgence où les dirigeants du Japon ont réalisé qu'ils avaient tout mal calculé? Ou le fait qu'en décembre 1943, le P-38D était déjà obsolète selon les normes américaines? Déposez votre réaction ci-dessous. Mes spectateurs ont partagé des réflexions incrédibles, des historiens de l'aviation, des petits-enfants de pilotes, même le petit-fils d'un ingénieur japonais qui a trouvé les notes de son grand-père sur sa tentative de rétro-ingénierie d'un P-38 capturé. Chaque commentaire enrichit cette histoire, chaque perspective honore ceux qui ont servi. Gardez cette histoire vivante. Assurez-vous que vos enfants savent, la liberté vole sur des ailes d'aluminium et l'ingéniosité américaine.